propose désormais un truc et astuce, le deuxième de la journée, sur les fonctions de variographie et crigeage. Alors, je le disais déjà ce matin, il n'y aura pas de temps de questions-réponses après ce truc et astuce. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les formuler dans le panneau de questions. Nous, on les enregistre et puis on y répondra sous la forme de FAQ qu'on publiera par la suite. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, pour la démonstration que je m'apprête à vous proposer, l'extension Pro de Global Mapper est nécessaire parce que je vais faire appel à certaines fonctionnalités qui ne sont disponibles que via cette extension. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle simplement que depuis la version 23 du logiciel, c'est-à-dire depuis septembre 2021, Global Mapper Pro remplace le fameux module LIDAR. Et cette extension Pro, elle offre des outils dédiés à la photogrammétrie grâce à l'outil Pixels 2 Points et au traitement LIDAR bien sûr, pour tout ce qui est classification, extraction vectorielle, assurance qualité des données, etc. etc. C'est une extension qui offre également des outils pour la création de scripts et l'automatisation des traitements, que ce soit en langage Global Mapper ou Python. Et de manière plus récente, cette extension offre également des outils de traitement géostatistique, outils que je souhaite mobiliser ici. En plus, vous le verrez, d'autres fonctionnalités que je ferai intervenir de manière complémentaire. Quelques éléments de mise en contexte d'abord. Dans notre scénario, on travaille dans le domaine de la prospection minière. Plus particulièrement, on va se pencher sur un site qui a été prospecté pour un projet d'extraction il y a quelques décennies en arrière, avant que l'usage des SIG se soit démocratisé. Et donc tous les relevés qui avaient été enregistrés l'ont été dans un format non numérique, donc il a fallu déjà numériser ces relevés. Et on imagine aujourd'hui que le propriétaire de la zone envisage une exploitation du site et souhaite donc examiner l'intérêt de ce projet, le marché ayant évolué, le terrain peut-être aussi ayant évolué. L'idée, ce serait de réactualiser ces données pour établir la faisabilité ou non du projet. Nous allons donc utiliser les outils de géostatistique et en particulier ceux de variographie et crigeage pour créer une surface terrain estimée à partir des données dont nous disposons. Mais avant ça, on va modéliser un terrassement du terrain au niveau d'une route d'accès pour pouvoir entrer dans la parcelle. Et quand tout cela sera effectué, nous préparerons notre jeu de données en vue de son exportation dans l'application Global Mapper mobile, en vue de son utilisation de ce jeu de données sur le terrain. Alors regardons d'un petit peu plus près notre espace de travail. Nous avons une couche de ponctuels bleus. Il s'agit des données que je mentionnais un petit peu plus tôt, ces fameux points relevés par le passé que nous avons préalablement numérisés et auxquels nous avons associé sous forme de valeur attributaire la profondeur du mort-terrain qui avait été mesurée à partir de carottage au niveau de chacun de ces points. Ce sont des valeurs que l'on peut visualiser dans l'éditeur attributaire. Ce sont des valeurs qui sont accessibles dans le champ attributaire ici dénommé Overburden Depth, donc profondeur de mort-terrain. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de mort-terrain? Il s'agit en fait d'une couche sédimentaire à percer avant d'atteindre le minerai. C'est un terme qui est utilisé en particulier en contexte d'exploitation minière pour désigner un sol qui ne possède aucune matière utile. En d'autres termes, il s'agit du terrain stérile qui se situe par-dessus la roche extractible d'une carrière. Et ce que l'on espère, c'est que cette surcouche soit la moins épaisse possible pour que l'exploitation de la zone soit, vous vous en doutez bien, la plus rentable possible. Donc, pour résumer, je vais me servir de ces points pour modéliser ce mort-terrain. Nous avons également différentes couches de parcelles qui représentent les parcelles agricoles en vert, la parcelle d'étude symbolisée par un contour rouge et puis en blanc transparent, nous avons les parcelles privées. Et lorsque je travaille sur une zone que je ne connais pas très bien, pour laquelle je n'ai en tout cas pas une très bonne connaissance terrain, j'essaie toujours d'obtenir une contextualisation de celle-ci. C'est pourquoi j'ai chargé ici une image aérienne de la zone, c'est l'image que vous avez en arrière-plan, et puis aussi une couche terrain
que je vais faire apparaître de suite, qui sont 2 couches qui ont été chargées à partir de l'outil de chargement des données en ligne. Donc la couche terrain, elle était accessible via la section Terrain Data et elle provient d'une source de l'USGS. Quant à l'image aérienne, elle provient, celle-ci, de la section Imagery et plus précisément de la source World Imagery. Alors, entre parenthèses, je précise qu'un accès aux données de l'IGN est bien entendu possible en passant par la section Country Data, France, et là vous voyez, vous avez un dossier cache IGN qui vous donne accès par exemple aux orthophotos à 50 cm, 20 cm, également au RGE ALTI. Et si vous voulez avoir un accès à une source particulière, vous n'hésiterez pas à ajouter une nouvelle source qui vous permettra d'ajouter la source dans la sélection juste en haut. Donc vous voyez, ajouter une nouvelle source, vous sélectionnez le type de la source, vous le paramétrez, vous cliquez sur OK et vous retrouverez la source dans la liste ci-dessus. Vous remarquerez également que j'ai dans mon espace de travail, je vais les faire apparaître des points rouges sur lesquels je zoome. Entité ponctuelle qui représente l'entrée de la route d'accès au site. Et je le disais tout à l'heure, l'idée consiste comme première étape à aplanir le terrain à ce niveau-là, mais en ajoutant une condition qui réponde à notre exigence de minimisation des coûts autour du projet, qu'il n'y ait en fait pas de matériaux à déplacer pour ce nivellement. Et pour cela, je vais utiliser un outil qui est accessible dans la version standard de Global Mapper, en sélectionnant au préalable une entité de surface, parce que ce type de modélisation de nivellement, vous ne pouvez le faire qu'à partir d'une entité de surface qui décrit la zone à niveler. Cette entité de surface, je l'ai préalablement créée à partir de mes points. Je vais la faire apparaître de suite. Elle est ici. On la sélectionne avec l'outil numériseur. Clic droit n'importe où sur la carte. Option avancée de création d'entité. Calculer une grille pour un projet de site aplani. On nomme la couche de destination. Compte tenu de notre problématique, ici on coche calculer la hauteur nivelée qui égalise les volumes de déblai remblai et on clique sur OK. C'est quelque chose que j'ai déjà fait tout à l'heure pour préparer la démonstration. Donc je ferme la fenêtre et en sortie, on obtient une modélisation de la zone nivelée. Je vais la faire apparaître rapidement. La voici, on pourrait très bien envisager d'aller la visualiser dans le visualisateur 3D, mais également ont été ajoutés les calculs de volume dans les informations attributaires de l'entité sélectionnée. Si je sélectionne l'outil Info, que je clique sur l'entité de surface, vous voyez, on obtient notamment les volumes déblayés et remblayés qui sont presque similaires, pas tout à fait. C'est dû aux caractéristiques du terrain, mais qui répondent en tout cas bien à l'option spécifiée au moment du traitement. Voilà pour ce qui est de la route d'accès. Ceci étant vu, intéressons-nous désormais à notre semis de points. Je reviens sur une vue plus générale. Donc à nos semis de points qui possèdent, je vous le rappelle, cette fameuse valeur de profondeur du mort-terrain. Et on constate que ces points sont quand même relativement éparses, qui manquent de densité. Et donc nous, ce qu'on voudrait faire pour générer la couche de maillage qui simule cette couche de mort-terrain, on voudrait rajouter des points pour combler un petit peu les trous qu'on a au niveau de notre parcelle, pour densifier le nuage au profit de la création de notre couche terrain à venir. Et plutôt que d'utiliser la méthode d'interpolation proposée par l'outil ici de création de couches d'altitude, on va utiliser le nouvel outil de variographie écrigeage qui est accessible dans le menu Analyse. Vous voyez, je descends un peu. Variographie écrigeage. Alors, c'est un export que j'ai déjà fait encore une fois pour gagner un petit peu de temps en amont de la démonstration. Donc les couches générées, elles sont déjà ici dans le centre de contrôle. Je les ai masquées. Je vous montre comment est-ce que j'ai paramétré l'outil. Et puis ensuite, on le fermera et on ira regarder ce que l'on obtient
après ce type de paramétrage en sortie. Alors première étape, il s'agit de sélectionner la couche de points. Ici, c'est ma couche point d'origine. On a le variogramme qui s'affiche juste en haut pour lequel on va définir le modèle théorique. Donc, la description de ces différents modèles fait l'objet d'une documentation. Tout cela est bien documenté. J'ai déjà réfléchi au sujet en amont, donc je sais ici que je souhaite utiliser un modèle de puissance. Hop là, que je ne vais pas oublier de définir non plus dans les paramètres de crigeage. Voilà. Et ensuite, je suis venue cliquer sur le bouton qu'on a tout en bas à gauche pour générer les 3 couches que je m'apprête à vous montrer de suite. Je ferme l'outil. Ces 3 couches, je les ai montées dans le centre de contrôle pour pouvoir bien les voir. Je vais masquer le modèle numérique de terrain et l'image aérienne temporairement. Alors, voici la couche intermédiaire avec le semis de points. Voici également la couche attendue, c'était l'objectif de la manipulation, pouvoir obtenir une couche terrain qui simule notre mort terrain. Et une autre couche très intéressante, c'est celle-ci, qui nous permet d'avoir ici une couche d'estimation de l'incertitude. Donc les zones au ton froid sont les zones où l'incertitude est la plus faible. La densité de points est plus élevée, tandis que les zones au ton chaud indiquent les zones où l'incertitude est plus élevée. Voilà, donc c'est une cartographie intéressante pour les personnes qui seraient amenées ensuite à aller sur le terrain. On pourrait leur demander, en se servant de cette représentation-là, d'aller faire davantage de relevés dans les zones où l'incertitude est la plus élevée. Donc dernière étape, il s'agirait de mettre en forme notre espace de travail pour pouvoir l'embarquer dans Global Mapper mobile en vue d'une mise à jour de nos données. En particulier, grâce à la nouvelle fonction RTK, on pourrait envisager de faire un nouveau levé des points bleus pour un positionnement plus précis et pourquoi pas procéder au lever de nouveaux points dans les zones peu denses et ainsi mettre à jour notre couche. Voilà, et ça serait donc l'occasion aussi de voir comment le terrain a évolué depuis le dernier levé. Alors pour faciliter la tâche aux opérateurs de terrain, il est possible de créer des modèles d'entités. Donc moi je voudrais créer une couche dans laquelle la table attributaire est déjà préconfigurée. Donc quand l'opérateur est sur le terrain et relève un point, il n'a plus qu'à rentrer les valeurs dans un champ attributaire qui est déjà préconfiguré. Ça c'est quelque chose que vous pouvez préparer dans la fenêtre de configuration de Global Mapper. Alors, cette couche modèle, vous voyez, je l'ai déjà intégrée dans le centre de contrôle, couche modèle point à relever. Ça se paramètre donc dans la fenêtre de configuration, onglet modèle d'entité. Et vous voyez, on le retrouve ici, le modèle point à relever. Vous pouvez le modifier en double-cliquant dessus, par exemple. Et là, vous voyez qu'on a renseigné 3 champs attributaires. Un champ qui s'intitule mort terrain, qui permettra à l'opérateur de renseigner donc la valeur de profondeur, de renseigner éventuellement le nom de l'opérateur qui a effectué le relevé et pourquoi pas l'identifiant également du site. Ensuite, on sélectionne l'ensemble des couches que l'on souhaite intégrer dans notre projet Global Mapper mobile. Donc, par exemple, la couche d'incertitude ici. On pourrait réintégrer le modèle numérique de terrain, l'image aérienne. On n'est pas encore tout à fait certain de la connexion Internet dont bénéficiera notre opérateur de terrain, donc on lui intègre déjà ces informations-là de contexte. Donc une couche terrain, une image aérienne. On laisse les couches de parcelles également, nos points d'origine et puis la couche modèle. Et ensuite, on va pouvoir donc se rendre dans le gestionnaire des données mobiles que nous offre l'extension Pro de Global Mapper, donc soit via la barre d'outils, soit via le menu de Global Mapper, gestionnaire des données mobiles. Gestionnaire qui vous propose 3 onglets. Un onglet qui va vous permettre de vous connecter à l'appareil mobile sur lequel est installée l'application. Et puis un deuxième onglet qui va vous permettre
ici aussi de sélectionner les couches que vous souhaitez exporter ou non dans un fichier Global Mapper Mobile Package. Et puis lorsque l'opérateur de terrain aura collecté les données, il aura la possibilité de vous les transmettre et vous pourrez les importer dans votre projet. Dans cet onglet-là, import en fichier package, vous pourrez comparer les données et pouvoir les fusionner dans votre espace de travail directement via l'application de bureau. Voilà, en l'espace d'un petit quart d'heure, nous avons vu comment, grâce à Global Mapper Pro, nous pouvions procéder à une analyse géostatistique en vue d'un travail de terrain.